Nous avons affaire à une corruption généralisée, tant de la part de ceux qui ont mis en place toutes ces mesures politiques et qui ont mis en place aussi tous les discours médiatiques, que des intermédiaires dans la société. On va faire en sorte que les individus, par les médias notamment, n'aient plus accès à leur esprit critique et soient conduits, en acceptant ce discours idéologique, à commettre des actes au nom du bien commun, au nom du sacrifice d'une partie de la population pour le bien commun, qu'ils n'auraient jamais commis en d'autres circonstances. Donc il faut absolument les endoctriner. On voit que dans ces discours, il y a toujours la culpabilisation du citoyen. C'est-à-dire qu'en somme, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le gouvernement qui est responsable, ce ne sont pas les hommes politiques, ce sont les citoyens. Nous devenons tous des coupables en puissance, des coupables de consommer de l'énergie, des coupables d'émettre du carbone, des coupables de vivre. Bonjour Ariane Biran. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien qui se déroule à Pérols en Provence dans le cadre d'un colloque sur le Covid auquel vous participez, que vous avez contribué à organiser. Donc un colloque dont le titre est « Corruption et fraude dans la crise Covid ». Alors, je rappelle que vous êtes diplômé de l'École normale supérieure, que vous êtes docteur en psychopathologie, spécialiste de l'étude des manipulations, de la perversion, de la paranoïa et du harcèlement. Vous êtes aussi psychologue clinicienne, philosophe, et vous avez écrit de nombreux livres en rapport avec ces thématiques. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de participer, de contribuer à l'organisation de ce colloque ? J'ai eu l'idée qu'il fallait aborder la crise qui nous occupe depuis 2020 sous l'angle tout simplement de la corruption et de la fraude, mais pas seulement dans le registre médical, c'est-à-dire la corruption dans les mathématiques, la corruption dans les sciences en général, également corruption informatique, pour citer les travaux d'Emmanuel Darle, la corruption des systèmes de santé, avec Jean-Dominique Michel, la corruption philosophique, bien sûr, la corruption juridique, la corruption morale, la corruption psychologique et la corruption dans les médias. Et que, en prenant cet axe qui allie à la fois des recherches dans les sciences humaines et dans les sciences dures, nous arrivions finalement au même résultat. Alors, déjà, ça me paraissait important de démontrer que nous pouvions avoir un dialogue tout à fait constructif entre sciences humaines et sciences dures et tout à fait respectable, et que par nos apports mutuels, avec des fenêtres tout à fait différentes, nous arrivions aux mêmes conclusions. Et c'était l'objet de ce colloque, c'est de démontrer que depuis 2020, nous avons affaire à une corruption généralisée, tant de la part de ceux qui ont mis en place toutes ces mesures politiques et qui ont mis en place aussi tous les discours médiatiques, que des intermédiaires dans la société, y compris évidemment chez les médecins, mais pas que, c'est-à-dire toute la population qui à un moment donné est prise dans le discours idéologique et accepte une corruption des corps de métier qui ne font plus leur métier ou des métiers qui s'improvisent, par exemple quelqu'un qui devient vigile à l'entrée d'un restaurant, alors que ce n'est pas son métier. Et donc, par cette fenêtre, il me semblait que nous avions une pertinence d'analyse. Et effectivement, nous arrivons tous à la même conclusion. Vous l'avez rappelé, donc l'objet de ce colloque vise à traiter de la corruption et de la fraude à travers plusieurs prismes, moins le prisme médical puisqu'il a été beaucoup évoqué ces derniers mois. Alors, vous avez parlé des sphères politiques, médiatiques, scientifiques, juridiques, psychologiques, philosophiques. Quel rôle finalement joue la corruption et la fraude dans le phénomène totalitaire ? Pourquoi est-ce que finalement ce phénomène totalitaire doit nécessairement recourir à la fraude et à la corruption pour pouvoir déployer son emprise sur la société et les individus ? Le phénomène totalitaire fonctionne à l'idéologie. C'est quoi une idéologie ? C'est une croyance qui n'est ni logique et ne correspond pas non plus à la réalité de l'expérience. C'est un discours dogmatique, sectaire, auquel on va faire en sorte que les gens adhèrent par la propagande de masse. Puisque le totalitarisme, c'est bien sûr faire en sorte que les masses croient à un certain discours et règlent leur comportement par rapport à ce discours.
C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les individus, par les médias notamment, n'aient plus accès à leur esprit critique et soient conduits, en acceptant ce discours idéologique, à commettre des actes au nom du bien commun, au nom du sacrifice d'une partie de la population pour le bien commun, qu'ils n'auraient jamais commis en d'autres circonstances. Donc il faut absolument les endoctriner. Et pour les endoctriner, ce discours idéologique, bien sûr, puisqu'il ne correspond pas à une vérité logique et il ne correspond pas à une vérité de l'expérience, s'appuie sur des fraudes. Et c'est ce que nous avons déjà fait ressortir dans le débat interdit avec Vincent Pavant, c'est que toutes les décisions politiques et la suite, leur soutien médiatique, s'appuient sur des fraudes mathématiques. Donc, à partir du moment où on a des erreurs de raisonnement mathématique et des fraudes épistémologiques, c'est-à-dire de conditions d'exercice de la science, au départ de l'action et des décisions politiques, on peut quand même considérer que l'ensemble du château qui a été érigé sur des fondations qui sont frauduleuses. Donc ça, c'est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas soutenir un régime totalitaire sans créer cette adhésion dogmatique à un scientisme, c'est-à-dire qu'un scientisme, c'est un dogme qui n'a plus rien à voir avec la science et qui refuse tout débat et toute controverse. Et ensuite, pour asseoir l'existence et la réalité de cette idéologie, il faut corrompre. Et il faut corrompre les mœurs. Donc on l'a vu, on en arrive à une situation où une partie de la population est d'accord pour stigmatiser ou refuser des soins à d'autres êtres humains. Donc ça, c'est une corruption des mœurs. Il faut corrompre certains experts. Donc on a vu bien sûr sur des faux experts de plateau télé ou des faux intellectuels qui sont les soutiens de la dérive totalitaire. Donc eux sont réellement corrompus par l'argent ou par un surcroît de reconnaissance et de prestige et des postes qui vont leur être octroyés à ce moment-là. Et il faut corrompre le reste de la population. Donc, pour corrompre la population, notamment, il y a une corruption institutionnelle. C'est-à-dire que dans les institutions, on a vu, il y a eu des primes données pour des déclarations Covid. Il y a des professionnels qui ont été habilités à pratiquer des injections alors que ce n'est pas leur métier. Clairement, des kinésithérapeutes, des diététiciens, des psychologues. Ce n'est pas notre métier. En aucun cas, nous sommes formés à pratiquer des injections. Le cas des psychologues est assez intéressant parce que nous sommes habilités, pour les psychologues cliniciens, nous avons un diplôme d'État qui nous est donné par un master professionnel qui valide tout un parcours. Donc nous sommes habilités à exercer par ce fait. Et ce fait nous a été enlevé, c'est-à-dire que les psychologues n'ont plus le droit d'exercer de façon rétroactive sans être soumis à une injection. C'est-à-dire que la condition d'exercice a complètement changé. Ce n'est plus une validation d'études, c'est une autre condition au chantage qui a été exercée de façon rétroactive. Et on sait très bien que les rémunérations ont été juteuses pour tous ceux qui se sont engouffrés dedans. Ils peuvent être s'engouffrer dedans par idéologie, hein, pas nécessairement pour de l'argent, mais pour sacrifice à la patrie ou à la santé pour tous, entre guillemets. Donc il y a cette mise en place indispensable de la corruption qui a été faite aussi au niveau des masses médias par les cabinets d'influenceurs. Et en même temps, il faut une population soit effectivement corrompue au niveau des mœurs, ça c'est, je pense, un réel problème de fond que nous avons depuis des années avec une conception de l'individu qui est une conception de l'utilité. C'est-à-dire que l'individu doit être utile à quelque chose et sinon, effectivement, il est inutile. Et on le voit très bien à l'œuvre dans les entreprises depuis, ces logiques quantitatives sont là depuis très longtemps. Ça, c'est un premier point. Mais il faut aussi qu'une grande partie du peuple adhère par idéologie, c'est-à-dire sans être corrompu précisément, c'est-à-dire des gens qui obéissent en toute bonne foi et font marcher la machine totalitaire par cette bonne foi. Donc il y a aussi une question liée à l'obéissance. Quelles sont les conditions de création de cette obéissance dans nos populations essentiellement occidentales, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, ce qui les rend d'ailleurs beaucoup moins
perméable à la corruption totalitaire, puisqu'il y a des enjeux, des intérêts personnels. Et comme je l'ai dit dans ma conférence, ce n'est pas l'intérêt du patron de restaurant de faire des contrôles à l'entrée de son... alors il peut le faire parce qu'il peut avoir peur des amendes, il peut le faire parce qu'il a effectivement peur d'avoir des ennuis, mais il peut aussi le faire par idéologie, par sentiment d'adhérer au bien commun, de faire quelque chose qui est bon pour les autres. Et c'est là, je crois, la problématique, parce que quand il va le faire par idéologie, il ne fait plus du tout pour lui-même, en fait. C'est pas son intérêt. Son intérêt, c'est d'avoir le plus de clients possible. Donc, il y a cette dynamique entre une corruption insufflée par le haut, très clairement, une tentative d'éroder, j'ai rappelé, corrompere, ça veut dire briser les liens entre les individus, donc éroder les liens. On l'a vu dans les familles, entre les amis, dans les professions, etc. En faisant bouger les lignes, et notamment les lignes des différentes professions, c'est-à-dire que plus personne ne reste dans son cadre déontologique, puisque ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est de justement glisser par rapport à ce cadre. Donc il n'est plus demandé aux médecins de soigner selon leur conscience, il leur est demandé d'appliquer des directives. Donc on est très très loin des déontologies de respect, par exemple, du consentement éclairé, ce qui est une déontologie, ou une déontologie médicale qui est, dans le doute, abstiens-toi. C'est-à-dire une prudence. Je crois que la vertu de prudence, on l'a complètement oubliée. Et donc cette corruption d'un côté, et presque une absence de corruption dans le peuple qui est plutôt obéissant et plutôt dévoué, et croit plutôt dans ses gouvernements. Et c'est une croyance qu'on a du mal à détricoter, en particulier en France. C'est la croyance que le gouvernement nous veut du bien. Dans le cadre d'un entretien accordé à l'édition américaine d'Epoch Times, le psychologue Mathias Desmet, qui est auteur de l'ouvrage La psychologie du totalitarisme, qui a réfléchi à des problématiques, je crois, assez similaires aux vôtres pendant cette épidémie, a expliqué que pour lui, on était confronté à l'émergence d'un nouveau phénomène totalitaire qui était différent de ceux apparus au XXe siècle, donc le nazisme ou le communisme. Et il a parlé d'un totalitarisme technocratique et bureaucratique. Il a notamment fait référence aux travaux de Hannah Arendt sur ce sujet. Et donc une nouvelle forme du phénomène totalitaire qui, pour lui, est l'aboutissement en quelque sorte de l'idéologie rationaliste née au moment des Lumières. Est-ce que vous partagez ce point de vue? En quoi le phénomène totalitaire moderne diffère de ceux qui l'ont précédé? C'est très compliqué sur le moment même d'arriver à diagnostiquer correctement une situation. Je ne suis pas sûre d'être totalement d'accord avec Mathias Desmet concernant... Alors, ce qui est sûr, c'est que concernant la nouveauté psychologique, rien de nouveau sous le soleil. Dans le sens où, de tout temps, nous avons eu des passionnés du pouvoir qui ont essayé d'exercer des contrôles sur les corps, sur les esprits, dans les populations. On peut simplement penser à l'esclavage pendant des siècles, et donc où une partie du genre humain s'estimait totalement légitime pour esclavagiser une autre partie considérée seulement utile du point de vue de son corps. Et c'était théorisé comme ça, y compris chez Aristote. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, je pense qu'il y a une nouveauté, il y a plusieurs nouveautés qui sont dans les instruments du contrôle. C'est-à-dire, effectivement, une maîtrise technologique effroyable. De la même façon, pour créer cette idéologie, c'est-à-dire cet endoctrinement des masses, il nous faut des moyens médiatiques. Et je crois que ça s'est totalement raffiné aujourd'hui au travers des écrans. Effectivement, il y avait besoin dans le nazisme ou le communisme de faire des grandes mises en scène spectaculaires, théâtrales pour marquer les esprits. Aujourd'hui, on a simplement besoin de passer par une répétition au travers des écrans. Donc ça, je crois que c'est aussi quelque chose de très pernicieux, dont on ne mesure pas l'ampleur, parce que tout simplement, au niveau psychologique, quand le cerveau voit un écran, il se met en position passive, quel que soit le contenu, donc il absorbe de façon presque hypnotique des images face auxquelles il est très compliqué de lutter. Et même si on a un grand renfort d'esprit critique, et c'est le danger notamment des écrans pour les enfants, quel que soit le contenu d'ailleurs, c'est que cette passivité en fait du cerveau.
Donc ça, ce sont des outils nouveaux. Le rêve totalitaire de la fusion, ou plutôt de la soumission de l'être humain à la machine, n'est pas nouveau non plus. C'est vraiment quelque chose qui a été théorisé en philosophie. Néanmoins, les moyens, encore une fois, les instruments que nous utilisons sont beaucoup plus développés. Et de la même façon, pour le caractère protocolaire et bureaucratique, Hannah Arendt en parlait beaucoup. Il y avait dans le nazisme des sections, des sous-sections, c'est-à-dire que les institutions ne fonctionnent plus et puis on va instaurer une espèce de bureaucratie parallèle avec des agences qui viennent contrôler. On le voit aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe aussi. Là encore, il y a des outils de surveillance de masse qui sont tout à fait inédits. Donc, de ce point de vue, je dirais qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a une ancienneté psychologique tout à fait presque vraiment rien de nouveau sous le soleil, et dans le même temps des technologies et des médias extrêmement développés. Et j'ai envie de rajouter un troisième fait nouveau. Alors, dans quelle mesure c'est une illusion ou pas, mais c'est la capacité de nous autodétruire. C'est-à-dire, encore une fois, les instruments de notre autodestruction sont aujourd'hui extrêmement puissants. Et peut-être qu'encore une fois, à l'époque, c'est le philosophe Hegel qui fait cette remarque en disant que la guerre, ce n'est pas la même quand c'est une guerre où on est obligé de faire du corps à corps, ou quand c'est une guerre qui devient virtuelle et on appuie sur... voilà. Là, je vais rajouter un élément contemporain, mais on appuie sur un bouton, on est en train de jouer aux jeux vidéo. Donc, il y a une décorporalisation très importante dans nos existences. Ça, je crois que c'est extrêmement nouveau. Quelle est la part aussi peut-être du phénomène transhumaniste dans justement ce nouveau totalitarisme? Est-ce qu'on peut considérer que l'idée transhumaniste finalement sous-tend aussi ce phénomène totalitaire? Absolument. Du point de vue philosophique, nous pourrions définir le transhumanisme comme la transformation de l'être humain en homme, entre guillemets, augmenté par la machine. Mais en fait, c'est la machine qui le contrôle. C'est-à-dire que, en termes d'augmentation, même si on nous explique que nous allons avoir des super pouvoirs dans la matière, en réalité, nous perdons tous nos super pouvoirs humains qui sont précisément dans nos émotions, dans le rêve, dans l'imaginaire, dans l'aspiration à la liberté, dans une spiritualité. Bien sûr que ce qui nous permet de considérer l'autre comme sacré, quel qu'il soit, d'ailleurs, sans mettre de conditions, c'est bien sûr d'avoir un ancrage spirituel. Et le transhumanisme, c'est l'inverse, c'est faire descendre, ou croire, ou nous faire croire que nous serions des dieux sur Terre. Donc, déjà, sur le plan terrestre matériel, et c'est se prendre pour Dieu, ce qui est tout à fait la logique du délire paranoïaque. C'est se croire Dieu, calife à la place du calife, et Dieu à la place de Dieu. Et ce qui nous humanise, c'est précisément notre imperfection, comme l'a rappelé Olivier Soulier, et c'est le sentiment de notre finitude. C'est-à-dire précisément, nous allons mourir, donc nous devons valoriser nos existences, et précisément, nous allons être confrontés à des diminutions, à la maladie, à des accidents, et tout ça valorise nos rencontres, j'ai envie de dire, met de l'importance à l'amitié, aux histoires d'amour, à tout ça. C'est bien sûr que ça peut se terminer. Donc, c'est l'inverse du transhumanisme. Mais le transhumanisme, c'est la perte de nos droits humains. Je crois qu'il faut vraiment que les gens comprennent qu'à partir du moment où nous signons pour le transhumanisme, non seulement nous n'allons pas être augmentés, nous allons être absolument diminués, mais on va nous supprimer tous nos droits humains. Quels sont les différents marqueurs que vous identifiez, par exemple, les principaux marqueurs du transhumanisme dans le phénomène totalitaire moderne? Comment est-ce qu'il se manifeste, en fait? Je pense qu'il se manifeste, c'est un phénomène complexe, mais je dirais premièrement par l'uniformisation, c'est-à-dire le conformisme à outrance ou l'uniformisation qui est obtenue par les médias, par l'éducation, nous en avions parlé, et par le sentiment pour tout un chacun que s'il ne partage pas le dogme dominant, il va être exclu. Ça, on le voit tout à fait, c'est-à-dire que normalement, nous avons cru être dans des espaces où la diversité des opinions,
des expressions politiques, des comportements étaient admises. En fait, on se rend compte que pas du tout. C'était quelque chose qui était de façade. Donc ça, cette uniformisation, elle est là de longue date. Elle est aussi une uniformisation de centralisation étatique, c'est-à-dire que les folklores ou tout ce qui humanisait au niveau local, les langues régionales, etc., c'est quelque chose qui a été broyé de plus en plus. Et c'est important parce que ça nous relie encore une fois à nos anciens, donc à une tradition. Et encore une fois, c'est Hannah Arendt qui le disait, hein, l'éducation doit être conservatrice pour pouvoir laisser à l'enfant la possibilité de faire émerger sa propre liberté. Donc s'inscrire dans un ordre des choses, c'est très important. Donc on voit déjà que la politique de table rase et aujourd'hui les idéologies qui visent à effacer ou réécrire l'histoire ou réécrire les livres selon certains paramètres dans la langue sont des phénomènes totalitaires qui préparent le transhumanisme. Parce que dans le transhumanisme, c'est en fait une duplique du surhomme, c'est-à-dire que il y a certains critères où nous allons naître de nouveau, mais en fait nous ne pouvons pas naître de nouveau pour fabriquer un homme nouveau. Enfin, ça n'a pas de sens et c'est pas le sens de l'humanité. Le sens de l'humanité, c'est de pouvoir conserver précisément le fil de l'histoire. Alors ça, c'est un premier point. Ensuite, je pense qu'effectivement, toutes ces technologies de contrôle qui nous sont vendues par la simplification. Mais si on y réfléchit, si nous devenons des QR codes, nous devenons des chiffres, quelle est vraiment la différence avec un tatouage, à part que ce n'est pas sur le corps, mais nous devenons des chiffres. Et ces chiffres nous soumettent complètement à la technologie, c'est-à-dire que si le pass X ou Y ne passe pas, c'est la machine qui décide. C'est plus un être humain qui va pouvoir nous faire passer ou ne pas nous faire passer. Donc tout ceci nous soumet à quelque chose d'extrêmement dangereux. Dans le livre que vous avez coécrit avec Vincent Pavant, le débat interdit, langage Covid et totalitarisme, aux éditions Guitry et Daniel, vous faites référence au discours prononcé par Alexandre Solzhenitsyn en 1978 à Harvard, dans le déclin du courage, dans lequel justement il regrettait le déclin du courage parmi la couche intellectuelle dominante occidentale. Alors, il y a tout de même plusieurs intellectuels qui participent ici à ce colloque. Comment est-ce que vous expliquez finalement la passivité, la démission, voire la soumission de certains intellectuels dans le cadre de la crise sanitaire? Et est-ce qu'on peut parler d'une forme de trahison selon vous? Oui, c'est une trahison. C'est une trahison qui n'est pas nouvelle, puisque Hannah Arendt constatait en 1933 que la majorité des intellectuels soutenaient le nazisme, ce qui l'avait horrifié. Günther Anders avait aussi constaté la trahison de Heidegger. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais si on parle de la France, ce qui nous réunit dans les intellectuels qui n'ont pas exactement le même, qui n'avons pas le même prisme d'analyse ou qui avons plutôt une plus grande liberté de langage, je pense que c'est de s'être affranchi ou de ne pas avoir participé à certains cercles de pouvoir micro-parisiens. Et ce qui est mon cas, je pense m'en être affranchi. Et donc, ce qui est compliqué pour beaucoup d'intellectuels, dont certains que je connais, que j'ai connus personnellement, c'est de tout simplement prendre une parole qui va leur coûter très cher, qui peut leur coûter un poste, qui peut leur coûter le fait de ne plus être publié chez des éditeurs. Moi, j'ai des éditeurs qui m'appellent, qui me disent on vous soutient, mais on ne peut pas vous publier. Donc, on sait très bien qu'il y a une espèce de mot d'ordre. Ce qui décide en France, c'est un micro-cercle d'intellectuels, d'éditeurs et de médias parisiens. Et ceux-là ont les accès au pouvoir, ont des accès aux médias. Et certains, je pense qu'ils ne sont pas dupes, mais qu'ils savent que s'ils ne font pas une certaine allégeance, ils vont tout perdre. Alors, on pourrait dire que ça serait peut-être bien, mais en tout cas, ce n'est pas les choix qu'ils ont faits jusqu'à présent.
Et donc peut-être renoncer à certains choix peut être compliqué. Après, il y a aussi des intellectuels qui adhèrent complètement à ce qui se dit et ce qui se passe. Et je crois que là, on en a... Klemperer faisait une analyse aussi là-dessus, donc l'universitaire juif philologue qui avait analysé la langue nazie. Il y a une séduction du discours dans l'idéologie. Et donc, le défaut d'un intellectuel, son défaut constitutionnel, j'ai envie de dire, c'est la difficulté de s'incarner, c'est-à-dire d'être plutôt dans les livres, c'est une réalité, hein, j'en ai fréquenté beaucoup, et d'avoir du mal à être dans la réalité de l'expérience ou de faire l'épreuve de l'expérience. Personnellement, c'est ce qui m'a fait basculer de la philosophie à la psychologie, c'est besoin de faire l'épreuve de l'expérience. Et donc, ce point-là les dessert parce qu'en réalité, soit ils n'ont pas nécessairement accès à l'expérience, soit tout simplement ils sont séduits par un certain type de discours et ils sont capables de retranscrire ce discours. On peut rajouter à cela la problématique toute personnelle de l'université, qui est une institution qui ne fonctionne plus, si tant est qu'elle n'ait jamais fonctionné, en termes d'ouverture à l'esprit critique. C'est une institution parfaitement conventionnelle et dont on voit aujourd'hui que, comme Vincent Pavant, quand un universitaire exerce tout simplement ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire faire régner l'esprit critique, pouvoir incarner cet esprit critique, il est puni par l'institution. Et cela interroge les modes de cooptation au sein de l'université, pour ne pas dire de népotisme au sein de l'université française, où moi j'ai connu beaucoup d'esprits brillants qui étaient rejetés parce qu'ils n'avaient pas fait certaines allégeances. Donc il y a aussi quelque chose au niveau de la corruption institutionnelle universitaire, qui encore une fois n'est pas nouveau, mais existe et doit être traité. Et c'est pourtant prévu dans les statuts de l'enseignant-chercheur qu'il puisse avoir une protection. Mais nous ne sommes plus dans un moment où les lois sont respectées. Alors toujours dans le débat interdit, vous expliquez que la crise a été l'occasion de la mise en œuvre d'une méthode de dressage des populations, avec notamment cette alternance entre enfermement et libération dans le cadre des confinements. Donc ceci au nom d'une idéologie sanitaire axée sur le principe « la fin justifie les moyens ». Donc les mesures se sont assouplies en France depuis plusieurs mois maintenant. Le pass vaccinal n'est notamment plus en vigueur. Quel regard vous portez sur cet allègement des mesures sanitaires? Est-ce qu'il est simplement temporaire selon vous? Est-ce qu'il correspond finalement à une phase de libération dont vous parlez? Et voilà, comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce que cette logique pourrait revenir bientôt? Je pense que tout d'abord, comme je l'ai répété plusieurs fois, l'idéologie, donc ce fameux discours dogmatique, sectaire, quasi-religieux, est voué à se mouvoir. Ça, c'est Hannah Arendt qui le dit, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'il faut continuer à exciter les foules et à entretenir la peur pour pouvoir obtenir de la soumission. Donc si on fige un seul discours, au bout d'un moment, le cerveau humain est fait de telle façon qu'il va commencer à interroger ce discours figé. Il va sortir un petit peu de la peur, de la sidération et commencer à interroger ce discours qui va lui paraître totalement irrationnel et paradoxal. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il faut absolument faire témoignage de tous les discours qui ont eu lieu depuis 2020 pour, avec recul et distance, se rendre compte du caractère irrationnel de ces discours. Mais cette mobilité de l'idéologie est absolument indispensable. Donc il y a, à mon avis, deux points indispensables dans la mise en place du totalitarisme. Le premier, ce sont les moments de pause. Mais les nazis ne faisaient pas autrement. Et je l'ai rappelé dans le débat interdit en prenant l'exemple de Budapest et en démontrant qu'à certains moments, il y avait des arrêts de persécution et que même on redonnait des droits aux Juifs avant de relancer une persécution bien plus ardue. Ça correspond aussi, de mon point de vue de psychopathologue, à des crises de bouffées délirantes. Clairement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la bouffée délirante, elle ne peut pas se maintenir au sommet tout le temps, elle se dégonfle et elle repart. Donc
Ça, je pense que c'est un point important. Donc je pense que rien n'est terminé dans la dérive totalitaire. Et il faut que les idéologies changent. Donc aujourd'hui, on voit bien des discours un peu similaires dans la structure, dans la forme apparaître, sur l'écologie, sur l'énergie, sur la guerre, qui ont une structure identique. C'est-à-dire, la structure, il faut bien la regarder sous cet angle. Il y a un danger terrible. Ce danger terrible nous menace gravement, presque en tant qu'espèce humaine, et ça justifie de pouvoir mettre en place des mesures d'exception, qui sont l'aliénation de nos droits, et dans le même temps, de pouvoir sacrifier une partie de la population. Donc ça, c'est le point très important de la remise en place du contrôle, qui, je pense, va survenir, bien sûr. Et d'autant plus, je crois qu'il y a presque quelque chose de très pervers dans ce harcèlement des populations. C'est, on fait en sorte que l'attention ou la vigilance baisse pour que, lorsqu'on va envoyer politiquement un nouveau choc traumatique, il soit bien plus impactant. Parce que bien sûr, si on s'est préparé, qu'on a mis ses armures en se disant, bon, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, on est moins vulnérable. Donc là, vous parliez de la crise énergétique. On a eu une déclaration d'Emmanuel Macron début septembre, justement, qui a appelé les Français à la responsabilité collective, soulignant que si celle-ci n'était pas au rendez-vous, le gouvernement devrait éventuellement prendre des mesures ou au moins réfléchir à des mesures contraignantes. Donc, il a appelé aussi les Français à être au rendez-vous de la sobriété et de la solidarité, ce sont ces mots. Alors, quel regard vous portez sur le langage? Vous parlez beaucoup du langage dans le débat interdit et de la façon dont il a été corrompu et dévoyé pendant la crise du Covid. Est-ce que vous voyez une similitude entre le langage pendant la crise sanitaire de nos gouvernants et celui qui est utilisé actuellement dans le cadre de cette crise énergétique? Tout à fait. Je crois que de toute façon, effectivement, on retrouve les mêmes termes. Hein. Emmanuel Macron nous avait bien dit que la responsabilité, c'est la confiance. Ça, c'est une première chose. Mais on va retrouver cette espèce de rhétorique à l'idéal, c'est-à-dire des idéaux qui sont assénés, comme là, effectivement, la solidarité, le bien commun. Et quand on regarde dans les actes ou ce qui est demandé, c'est très éloigné de l'idéal. Parce que, d'abord, ce sont des mesures totalement arbitraires qui sont mises en place et qui ne tiennent pas compte, encore une fois, de la réalité de l'expérience. C'est-à-dire que la consommation énergétique, les problèmes énergétiques, d'où viennent-ils? Je n'ai pas encore bien étudié le sujet, mais ça pourrait quand même être intéressant de se poser un certain nombre de questions. De qui sont les responsables, justement, de cette fameuse crise et de quelle nature est cette crise? C'est-à-dire se reposer les mêmes questions, nous, que nous nous sommes posées du point de vue du Covid. Revenons au départ. D'où et comment ça commence? Et par qui? Et pourquoi? Et quels sont les premiers principes? Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, on voit que dans ces discours, il y a toujours la culpabilisation du citoyen. C'est-à-dire qu'en somme, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le gouvernement qui est responsable, ce ne sont pas les hommes politiques, ce sont les citoyens. Or, je crois que, il me semble, que précisément les responsabilités sont exercées par eux. Donc les premiers responsables, ce ne peut pas être les citoyens, ce ne peut pas encore être les citoyens qui payent la facture, entre guillemets. Donc cette culpabilisation du citoyen prépare encore une fois la délation des mauvais citoyens. C'est-à-dire qu'il y aurait des mauvais citoyens. Il n'y a pas des citoyens par nature, parce qu'à un moment donné, nous atteignons l'âge adulte et nous sommes en capacité de vivre ensemble et d'exercer ensemble notre citoyenneté. Je rappelle que les ministres sont les serviteurs du peuple, étymologiquement. Mais nous devenons tous des coupables en puissance, des coupables de consommer de l'énergie, des coupables d'émettre du carbone, des coupables de vivre. Et tout ceci fait partie de la logique totalitaire. Vous avez interrogé il y a quelques mois au sujet de votre livre « Chronique du totalitarisme » également, un livre qui rassemblait les chroniques que vous aviez publiées, ainsi que des articles qui traitaient du phénomène totalitaire sous le prisme de cette crise sanitaire. Alors cet été, vous avez publié sur votre site une nouvelle chronique intitulée « Totalitarisme et écosystème »,
Dans cette chronique, vous écrivez, je cite, « L'humanité n'a jamais vaincu le totalitarisme, elle en est éternellement, régulièrement, périodiquement victime, quels que soient les décors de façade, la couleur locale, les idéaux brandis pour le bien de la masse, le type d'exigence sacrificielle requis. » Et vous ajoutez, « Plus j'approfondis l'étude du totalitarisme, plus je serai tenté d'embrasser une autre vision selon laquelle le totalitarisme serait un moment nécessaire de notre écosystème humain. » Alors, en quoi le phénomène totalitaire est-il un moment nécessaire auquel l'humanité serait périodiquement confrontée, selon vous? Quand j'ai écrit cette chronique, c'était une sorte d'évasion libre sur le plan de la pensée. C'est-à-dire, je me suis dit, et si nous formulions cette hypothèse-là? Nécessaire ne veut pas dire qu'il soit souhaitable. C'est le premier point. Nécessaire, c'est au sens où plus j'approfondis le développement psychique, parce qu'au départ je suis psychologue pour enfants, avant d'être psychologue pour adultes, parce que j'ai fait mon doctorat sur la psychose adulte, mais il me semble que tout s'enracine dans le développement psychologique de la première enfance pour nous. C'est-à-dire que nous sommes tous confrontés à la question de ce qui nous humanise et nous permet de vivre ensemble. Mais ce n'est pas premier, c'est pas quelque chose qui est premier pour nous. Ce qui est premier pour nous, c'est l'angoisse d'exister, le fait d'être abandonné sans défense dans ce monde, comme le nourrisson. Et si l'environnement ne répond pas de façon adéquate à nos besoins, nous pouvons en nourrir un sentiment de persécution, qu'on retrouvera d'ailleurs dans les phénomènes totalitaires. Et je travaille depuis des années sur ce que j'ai appelé la contagion délirante, bien avant les histoires de virus. Et la question qui me préoccupait et me préoccupe toujours, c'est qu'est-ce qui fait qu'un individu pourtant intellectuellement construit, émotionnellement construit, qui, dans une situation entre guillemets normale, se comporte tout à fait correctement, en vient à se retrouver embrigadé et à commettre les pires actes qui soient. Et j'ai parlé il y a longtemps de collectif régressé, c'est-à-dire d'un phénomène de régression psychique qui se passe dans le collectif pour l'individu et qui, pour moi, est une sorte de dégringolade de l'échelle de notre construction psychologique acquise dans la première enfance. Et c'est pour ça que c'est très puissant, parce que finalement, le phénomène totalitaire, on voit bien qu'il manie la terreur et l'angoisse, il nous ramène à l'état de nourrisson. Et il nous dit, je vais te protéger, je te prends en charge, ne réfléchis plus à rien, je te donne tout, reste chez toi confiné, je te paye, voilà, etc. Donc il nous met dans cet état régressif. Et c'est un état qui est très séduisant pour nous, parce que retrouver par rapport à une angoisse existentielle les bras de maman, la sécurité, la chaleur de maman, c'est quelque chose qui est presque souhaité de façon nostalgique par tous les êtres humains. Bon, après, ça dépend de la maman, hein, bien sûr, mais en tout cas dans le fantasme. Et bien sûr, dans le cas totalitaire, c'est une mère extrêmement maltraitante, extrêmement mère tueuse. Donc, quelque part, l'histoire de l'humanité, pour moi, au niveau des individus comme des collectifs, comme des institutions, comme des États, comme des peuples, des civilisations, c'est essayer de construire quelque chose qui est fondé sur des interdits fondamentaux, qui est fondé sur effectivement l'être humain qui est sacré, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, la différence des générations, la différence des sexes, tout ce qui nous permet de mettre de l'espace et de la séparation entre nous. Et à partir de cet espace et de cette séparation, nous allons pouvoir construire ensemble une civilisation qui inclut sa finitude, donc inclut ses limites, donc inclut un rapport spirituel au monde. Et ça, c'est quand on a fini son développement psychique. Mais quand on dégringole cette échelle, eh bien, on se retrouve dans l'espace de la confusion où il n'y a plus de séparation. Et puisqu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de séparation, nous régressons. Et la limite, nous allons la trouver dans
la transgression, c'est-à-dire dans le rapport corporel à l'autre ou le rapport du meurtre. Et je crois que c'est vraiment l'histoire psychologique de l'humanité de se débattre entre, Platon disait, entre l'ange et la bête, hein, c'est-à-dire que nous sommes entre les deux et nous nous débattons. Donc une nécessité presque comme une civilisation qui dégringole et en dégringolant fait dégringoler les individus, ou les individus participent à sa dégringolade, et nous revenons dans un espace totalement archaïque où il n'y a plus de séparation entre moi et l'autre et où on nage dans la confusion et l'indifférencié. Et une angoisse évidemment existentielle. Dans le texte de cette chronique, vous expliquez aussi que nous sommes sur la fin d'une civilisation en déclin, qui a atteint son terme, et que le moment totalitaire est tout bonnement l'instrument de la destruction d'une civilisation qui n'est plus viable. Alors, pourquoi est-ce que notre civilisation ne serait plus viable selon vous? Quels sont les éléments qui vous amènent à penser qu'elle a atteint son terme? Dans cet article, je fais référence à la dialectique dans l'histoire de Hegel, qui voit dans toute chose, existence, dans tout être vivant, dans toute construction humaine, eh bien un cycle qui est la naissance, la croissance, l'apogée, la décrépitude et la mort. Et finalement, tout sur Terre obéit à ce cycle, absolument tout. Nous, en tant qu'êtres humains, une plante, mais aussi une maison, on a beau faire des constructions pour des siècles et des siècles, et à un moment donné, elle s'effondre. Et même dans ce que nous en conservons, cela s'effondre. Et jusqu'à l'oubli. Hein. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose qui régit cette planète. Et donc, si on prend ce prisme-là, effectivement, le totalitarisme serait un moment de destructivité maximale, servant à faire s'effondrer la maison qui ne tenait plus tellement debout, qui était déjà en érosion. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent qu'il faut regarder ce que nous souhaitons sauver de la maison avant que ça s'écroule. Et donc dans cette balade intellectuelle, je me suis effectivement baladée dans cette idée, ce serait comme une analogie aussi avec la nature, où il y a ce moment de putréfaction, de corruption, de décomposition, qui est nécessaire. Alors encore une fois, pas souhaitable du point de vue humain, parce que les destructions, la souffrance est énorme. Mais si on regarde avec plus de distance, qu'est-ce que cela vient dire d'une civilisation qui ne tenait plus debout, parce que c'est bien parce qu'elle ne tient plus debout que nous en sommes à accepter, encore une fois, un apartheid, une stigmatisation, le fait de laisser des gens sans ressources, sans revenus, sans moyens de subsistance, comme ça a été le cas, je le rappelle, pour les confinements, même si en France ça s'est bien passé, entre guillemets, parce que les gens n'ont pas été trop laissés à l'abandon, ça n'a pas du tout été le cas dans le reste du monde. Donc, finalement, tout ceci est l'indication d'une décadence morale majeure, mais qui vient signer quelque chose qui était déjà là. Alors, quand est-ce que ça a commencé? Je ne sais pas, il faudrait réfléchir, il y a plusieurs hypothèses. Mais je crois que ça, en tout cas, ça s'est accéléré gravement au XXe siècle. Et presque, si on prend cette hypothèse, on peut se dire on a eu des soubresauts terribles avec le totalitarisme nazi, communiste, et puis d'autres phénomènes totalitaires, bien sûr, qui ont eu lieu au XXe siècle. Là, on voit que, sans doute, et je soutiens totalement l'idée de Vera Sharav que nous nous approchons de quelque chose d'absolument inédit en termes de totalitarisme mondial, avec des conséquences qui seront sans doute bien plus atroces que déjà ce que nous avons vécu en termes d'atrocité et qui était important. Donc nous en sommes juste au seuil. Après, il y a une double question, c'est est-ce que nous y survivrons?
sachant la capacité d'autodestruction que nous avons. Et si nous n'y survivrons pas, est-ce que le vivant survivra sur cette planète? Ce sont des vraies questions que se posait déjà Günther Anders au niveau de la bombe atomique. Je ne sais pas quelle est notre capacité de destruction humaine. Justement, vous expliquez dans cette chronique que sinon cette interprétation du phénomène totalitaire permet aussi de donner du sens au déni massif et à la soumission des masses qui caractérisent le phénomène totalitaire. Et vous expliquez voilà, ce déni qui s'opère malgré la somme colossale d'informations alternatives qui circulent aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas, enfin même sûrement pas le cas dans les totalitarismes précédents. Ce qui m'a interpellée, c'est effectivement malgré, alors à la fois la force médiatique et la force dans les deux sens, hein, la puissance médiatique dans la propagande et la capacité aujourd'hui d'être informé ou de s'informer, c'est que finalement je me suis dit mais on retrouve toujours, et j'avais acquis cette conviction quand je faisais des expertises sur des plaintes de harcèlement dans les entreprises, on retrouve toujours la même proportion d'individus. C'est-à-dire qu'en fait on est dans un schéma où il y a une proportion. Quand il y a un collectif où se déroule du harcèlement, il y a des harceleurs, il y a des complices actifs, il y a des complices passifs, il y a des résistants au phénomène, et il y a des résistants actifs et des résistants passifs. Et c'est toujours la même proportion au départ. C'est-à-dire que c'est un pourcentage très infime, mais qui existe. C'est-à-dire que là aussi, il n'y a pas de groupe où il n'y a pas de résistance. C'est questionnant, c'est-à-dire c'est comme si il y avait quelque chose qui nous dépassait. Et j'en avais parlé aussi à plusieurs personnes, parce que ça m'interpelle, et j'en ai fait une conférence, et j'en parle dans les chroniques, sur la question du témoignage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe où il n'y aura pas de témoins. Et on le voit de façon spectaculaire, avec le cas de Klemperer, où à Dresde, il y avait 6000 juifs. Il y en a un parmi ceux-là qui fait un témoignage sur la langue nazie absolument spectaculaire, qui arrive à cacher ses papiers, etc. Et il y a 12 survivants, et lui et sa femme dans les 12. Et ça m'a interpellée presque du point de vue spirituel. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait parce qu'on pourrait dire que les passionnés du pouvoir ont besoin de témoins de leurs hauts faits et qu'ils les sélectionnent, qu'ils les choisissent. Mais là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose qui est bien au-delà. Donc, c'est presque un questionnement spirituel il y a un micro-pourcentage au départ qui existe, qui est là, et qui va être un micro-pourcentage de résistance au phénomène totalitaire. Et puis, il y a cette masse qui se fait endoctriner, etc. Et puis petit à petit, il y a bien sûr de moins en moins, au fur et à mesure où il y a des destructions, il y a de moins en moins de gens qui vont soutenir, parce que le phénomène totalitaire ne se soutient que par l'endoctrinement des masses. Encore une fois, nous aurions des passionnés du pouvoir tout seuls, ils ne feraient rien du tout. Ils ont vraiment besoin d'avoir cet endoctrinement pour soutenir dans la population toute l'action. Donc c'est la clé, c'est le nerf de la guerre, c'est cette contagion délirante, ou ce que Mathias Desmet appelle la psychose de masse, mais c'est le nerf de la guerre. Et donc, au fur et à mesure, c'est comme un phénomène de balancier, où il y a des destructions massives, effectivement les gens se réveillent, ne rentrent plus dans le discours, se rendent bien compte par la réalité de l'expérience qu'ils éprouvent que l'idéologie de discours ne correspond pas. Et donc, il y a un phénomène de balancier, qui fait qu'à un moment donné, quand il y a eu trop de destruction, et presque trop de destruction pour que ça reparte, le phénomène s'inverse. Je ne sais pas si ce sera le cas encore une fois ici, mais je trouve que c'est comme dans la nature, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un phénomène de destruction, de parasites qui viennent d'ailleurs aider à ça, une décomposition de la matière qui n'est plus ou qui devient morte. Et puis, à partir de là, il y a des nouvelles graines qui vont émerger, mais certaines ont été laissées depuis le départ.
Et il y a aussi des mauvaises herbes, entre guillemets, qui sont extrêmement résistantes, dans tous les cas. Est-ce que nous faisons partie des mauvaises herbes? Peut-être. Mais voilà, c'est quelque chose... je ne dis pas que c'est la façon dont absolue de voir la situation, mais c'est une autre proposition. Voilà. Dans cette chronique, toujours, vous soulignez aussi que la situation suppose d'accomplir un ample travail de détachement, de deuil, d'acceptation pour retrouver de la souplesse, de la créativité et de l'agilité. Et vous ajoutez, le moment de décomposition totalitaire nous invite aussi à faire le tri dans notre propre maison intérieure, à réaliser un travail d'épuration interne et externe et à déployer un art de vivre par temps de catastrophes. Alors, si le moment totalitaire est inéluctable en tant qu'instrument de destruction d'une civilisation qui n'est plus viable, comme vous l'expliquez, en quoi est-il nécessaire de mener ce travail intérieur que vous évoquez? En tant que psychologue, je m'intéresse à la psychologie, c'est-à-dire à la science de l'âme, comme vous de le rappeler. C'est-à-dire que la psychologie, étymologiquement, elle s'intéresse à l'âme humaine. Je crois que si toute cette question nous ramène à la problématique suivante, qu'est-ce qu'un être humain? C'est ce dont nous parlons, et c'est dans ce colloque, et c'est ce à quoi nous confronte le phénomène totalitaire. Est-ce qu'un être humain, c'est un corps utile ou inutile? Est-ce que c'est une quantité négligeable? Est-ce que on peut faire des expérimentations sur les êtres humains? Nous avons cru être à l'abri par le code de Nuremberg, mais manifestement nous ne sommes plus à l'abri. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sacralité? Dans cette sacralité, il y a l'âme humaine, c'est-à-dire précisément une dimension qui nous met en relation avec un infini, dont pour la philosophie, alors c'est évidemment le cœur du sujet des religions, cette relation à l'infini, mais pour la philosophie, c'est aussi le cœur du sujet, puisque, comme j'aime à le rappeler, la question de la liberté est le centre de la métaphysique. Et nous avons, dans cette question de la liberté, une aspiration à ce qui est plus grand que nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas libres, nous sommes tous enchaînés de diverses manières, mais nous avons cette aspiration. Et c'est le philosophe de la philosophie du droit, Hegel, qui rappelle que la définition de la liberté, c'est l'amour. Donc, parce que c'est cet endroit en nous où nous pouvons être dans la rencontre avec un amour infini qui nous dépasse et qui, en même temps, nous fait sentir à quel point nous sommes limités, mais nous fait sentir aussi que ce territoire existe. Et c'est parce que nous avons ce territoire, cette rencontre possible en nous, que nous allons considérer que l'autre, il a aussi ce territoire en lui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle aussi, j'en avais parlé, la perversion du système totalitaire, c'est l'inverse de la tendresse. Et la tendresse, c'est étymologiquement le fait de tendre vers l'autre. Et nous tendons vers l'autre parce que nous savons qu'il a aussi ce trésor en lui qui n'est pas lui, mais qui le dépasse. Et donc je crois que tout ceci, c'est ce que nous devons retrouver. En tout cas, c'est ce qui définit pour moi l'humanité. Voilà. Et vous aviez parlé, je crois, dans une chronique précédente, de gigantesques attaques contre la tendresse humaine à propos des mesures prises dans le cadre de cette crise. Oui. Ben, nous savons en psychologie que les familles où règne la perversion sont des familles où il n'y a aucune tendresse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité d'expression de l'amour. L'autre est un pur instrument. Pour conclure, peut-être, quel est le point le plus important à retenir pour nos auditeurs dans le cadre de cette corruption et cette fraude qui est l'objet de ce colloque aujourd'hui? Je crois que le plus important, c'est de réussir à faire vivre la diversité de nos points de vue. C'est-à-dire qu'à un moment donné où on essaye aussi d'accuser tous ceux qui n'ont pas
qui se questionnent tout simplement, qui ont presque une approche philosophique en général de questionnement, où on essaye de les faire passer pour des personnes sectaires. Rappeler que nous sommes l'inverse des personnes sectaires pour les intervenants de ce colloque, parce que nous essayons de ne pas exclure. Et la secte consiste à exclure, c'est-à-dire à couper, c'est l'étymologie. Secte, on coupe, sécateur, c'est la même étymologie. On coupe les personnes des autres. Et ça, c'est de la corruption, couper le lien, rompre le lien. Et nous essayons, au contraire, d'inclure des formes de questionnement. Nous essayons d'inviter au débat, à la discussion, qui n'exclut pas, mais qui, au contraire, essaye de considérer les différents points de vue, d'admettre qu'il puisse exister différents points de vue, et que cette différence de point de vue est essentielle parce que c'est la marque de notre imperfection à saisir la complexité qui nous entoure. C'est-à-dire que ce qui transforme la science en scientisme, c'est la certitude délirante. C'est l'idée que nous savons, donc nous prenons des décisions parce que nous savons. Et je crois que la démarche philosophique, c'est de dire je sais que je ne sais rien, donc reprenons une discussion à partir de là. C'est-à-dire, quelles que soient nos approches, et c'est la raison de la pluridisciplinarité de ce colloque, quelles que soient nos approches, nous prenons des lunettes qui sont totalement différentes de l'intervenant à côté, et nous essayons d'inclure un dialogue, d'essayer de dialoguer à partir de lunettes sans dire « ma lunette est meilleure que la tienne ». Parce que c'est très important de le rappeler, il n'y a aucune démarche humaine qui soit exhaustive. Même pas la psychologie, ça n'explique pas tout. Il n'y a rien qui explique tout. Et il y a une imperfection et une incertitude fondamentale dans tout notre rapport à notre expérience. Donc c'est l'idée de sortir d'une démarche sectaire, précisément ce que nous proposons, de sortir d'une dérive sectaire globale, qui vise à exclure certains au motif qu'ils ne seraient pas si ceci ou cela, ou qui ne penseraient pas comme nous le voulons, et d'essayer de trouver ce qui nous rassemble et nous unit dans notre imperfection. Merci beaucoup pour votre éclairage, Ariane Bihan. Merci.